Chapitre 10. Troublé par la magie du discours. Il n'est pas facile de parvenir à être écouté. Les autres, tout à leurs propres préoccupations et désirs, ne s'intéressent guère aux vôtres. Pour qu'ils vous prêtent attention, dites-leur ce qu'ils ont envie d'entendre. Tel est le pouvoir du langage de la séduction. Faites-les vibrer par des phrases chargées d'émotions, flattez-les, rassurez-les, emmaillotez-les d'illusions, de promesses, de mots doux. Non seulement ils vous écouteront, mais ils perdront tout désir de vous résister. Restez dans le flou, leur imagination fera le reste. Éloquence séductrice. Le 13 mai 1958, l'extrême droite française, qui comptait beaucoup de sympathisants dans l'armée, prit le pouvoir en Algérie, à laquelle les putschistes redoutaient que le gouvernement socialiste n'accorde l'indépendance. Une fois acquis le contrôle de l'Algérie, ils menacèrent la France d'un coup d'État. La guerre civile semblait imminente. Tous les yeux se tournèrent alors vers le général de Gaulle, héros de la Seconde Guerre mondiale et acteur essentiel de la libération. Depuis 10 ans, de Gaulle se tenait à l'écart de la scène politique, écœuré par les chamailleries politiciennes des partis. Il demeurait très populaire et largement considéré comme le seul homme capable d'unir le pays. De Gaulle était un conservateur. L'extrême droite était sûre que s'il parvenait au pouvoir, il épouserait leur cause. Or, peu après le putsch du 13 mai, la 4e République s'effondra. Le Parlement demanda à De Gaulle de former un nouveau gouvernement. De Gaulle demanda et obtint les pleins pouvoirs pour 4 mois. Le 4 juin, quelques jours après être devenu chef du gouvernement, il s'envola pour l'Algérie. Les pieds noirs étaient aux anges. C'était leur putsch qui indirectement avait porté De Gaulle au pouvoir. Le général, pensait-il, venait les en remercier et leur garantir que l'Algérie resterait française. À son arrivée, des milliers de personnes envahirent le forum d'Alger. C'était la fête. Banderoles, flonflons, et partout le slogan des Français d'Algérie, « Algérie française ». De Gaulle sortit sur un balcon dominant la place. La foule l'acclama. Le général, qui était de très haute taille, leva les bras au-dessus de sa tête et les acclamations redoublèrent. La foule le suppliait de se joindre à sa cause. Il abaissa les bras jusqu'à ce que le silence revienne, puis les écarta tout grands, et lentement, prononça de sa voix grave une phrase qui devait devenir célèbre. « Je vous ai compris ». Il y eut un blanc, et quand la foule eut mesuré la portée de ces mots, une assourdissante ovation s'éleva. Il les comprenait. C'était cela qu'il voulait entendre. De Gaulle parla alors de la grandeur de la France. Il y aurait des élections, une rénovation des institutions. Oui, un nouveau gouvernement. C'est exactement ce que voulait la foule. Acclamation nourrie. Les Français d'Algérie seraient des Français à part entière, dans un seul et même collège. Salve de viva. Après quoi, avec ses représentants élus, nous verrons comment faire le reste. Et de conclure par ce qui avait été le slogan fédérateur de la libération, « Vive la République, vive la France ». C'était l'euphorie. Pendant plusieurs jours, De Gaulle réitéra ce genre de discours dans tout le pays, à chaque fois devant des foules en délire. Ce n'est qu'après le retour de Gaulle en France que son message fut décrypté. Pas une seule fois il n'avait promis que l'Algérie resterait française. Il avait même laissé entendre qu'il pourrait donner le droit de vote aux Arabes et amnistier les félagas qui voulaient chasser les Français par les armes. Ainsi, dans l'excitation que De Gaulle avait soulevée par son discours, les Français d'Algérie n'avaient pas analysé son véritable sens. De Gaulle les avait bernés. De fait, quelques mois plus tard, celui-ci s'attela au processus de l'indépendance de l'Algérie, qui fut achevé en 1962. Interprétation. De Gaulle n'attachait pas grande importance aux vieilles colonies françaises, ni aux symboles qu'elles représentaient pour certains Français. De surcroît,
Il n'avait aucune sympathie pour les factions susceptibles de conduire à la guerre civile. Son seul souci était de faire de la France une puissance moderne. Quand il s'envola pour Alger, il avait en tête un plan à long terme. Affaiblir l'extrême droite en la divisant et construire l'indépendance de l'Algérie. Son but immédiat était de faire baisser la tension et de gagner du temps. Il se refusait à mentir aux pieds noirs en disant qu'il soutenait leur cause, car cela aurait mis la métropole en effervescence. Il les enjôla grâce à son talent oratoire et les grisa de mots. Son célèbre « Je vous ai compris » pouvait aussi se comprendre comme « J'ai compris quel danger vous représentez ». Mais la foule euphorique qui s'attendait à son soutien entendit dans ces mots ce qu'elle souhaitait entendre. Pour entretenir sa ferveur, De Gaulle s'appuya sur ce qui ferait battre le cœur de l'auditoire. Des allusions à la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, à la discipline exemplaire dont l'armée avait fait preuve, valeur à laquelle l'extrême droite était très attachée. Il l'inonda de promesses, un nouveau gouvernement, un avenir glorieux. Il fit scander des slogans patriotiques, créant un effet de foule positif. Il s'exprima sur un ton dramatique, vibrant d'émotion. Ses paroles suscitèrent une sorte de délire. De Gaulle ne cherchait pas à exprimer ses sentiments personnels ni à faire prévaloir la vérité. Il voulait produire un effet calculé. C'est le secret de l'éloquence séductrice. Que ce soit face à une personne ou à une foule, tentez l'expérience suivante. Réfrénez votre désir d'exprimer le fond de votre pensée. Avant d'ouvrir la bouche, posez-vous la question suivante. Que puis-je dire qui plaise à mes auditeurs? Cela impliquera souvent de les flatter, d'apaiser leurs craintes, de leur donner de vagues espérances pour l'avenir et de compatir à leurs souffrances. Je vous ai compris. Commencez par quelque chose d'agréable qui leur fera baisser la garde, et ils deviendront accommodants, ouverts à la suggestion. Faites de vos mots une sorte de drogue qui sollicite les sentiments et brouille l'intellect. Restez vagues et ambigus, laissez leur imagination broder à loisir. Au lieu de vous faire taire, de s'irriter, de se défendre ou d'attendre avec impatience que vous ayez fini, ils boiront vos paroles comme du petit lait. Séduire par les cris. Par un bel après-midi de printemps de la fin des années 1830, un homme du nom de Johannes aperçut une belle jeune fille dans une rue de Copenhague. Immédiatement fasciné par sa délicieuse innocence, il la suivit de loin et repéra où elle habitait. Les semaines suivantes, il se renseigna. Elle s'appelait Cordelia Wahl et menait une existence rangée en compagnie de sa tante. C'était une solitaire qui passait son temps à lire. Johannes s'était fait une spécialité de séduire les filles très jeunes, mais Cordelia représentait un défi nouveau. Elle avait déjà éconduit plusieurs très bons partis. Cordelia, se dit Johannes, attendait certainement de la vie autre chose qu'un quotidien ordinaire, un sort plus noble, plus élevé, à l'image des romans qu'elle lisait et de ses rêveries solitaires. Il se fit présenter et lui rendit régulièrement visite en compagnie d'un de ses amis. Ce dernier, Edward, se mit en tête de faire lui-même la cour à Cordelia. Mais il était maladroit et déployait des efforts pathétiques pour lui plaire. Johannes, lui, affecta d'ignorer la jeune fille et se lia avec sa tante. Il bavardait à bâtons rompus de la vie à la campagne, des nouvelles locales, avec, de temps à autre, des digressions plus philosophiques. Car Johannes avait observé que Cordelia semblait alors tendre l'oreille, tout en continuant à faire semblant de s'intéresser à Edward. Les premières semaines, Johannes et Cordelia se parlèrent à peine. Cependant, Johannes sentait qu'Edward exaspérait la jeune fille, et qu'elle s'intéressait plutôt à lui. Un matin, sachant la tante sortie, il alla la voir seule. C'était la première fois que Cordelia et lui étaient face à face. De la façon la plus sèche et formelle qui soit, il lui demanda sa main. Inutile de dire que Cordelia fut stupéfaite et profondément troublée. Cet individu, qui ne lui avait pas témoigné le moindre intérêt jusque-là,
voulait brusquement l'épouser. Elle était si désemparée qu'elle en référa à sa tante, qui, comme Johannes s'y attendait, donna son accord. Si Cordelia avait résisté, sa tante aurait respecté sa volonté. Mais ce ne fut pas le cas. En apparence, tout avait changé. Le couple était maintenant officiellement fiancé. Johannes venait désormais seul, s'asseyait avec Cordelia, lui prenait la main et causait avec elle. Mais il se gardait bien de changer de ton. Il demeurait distant et courtois. S'il s'échauffait, c'était quand il parlait de littérature, le thème favori de Cordelia, après quoi il revenait délibérément à des sujets plus prosaïques. Il savait que Cordelia était déçue. Elle s'attendait de sa part à une autre attitude. Pourtant, lorsqu'ils sortaient ensemble, il ne l'emmenait que dans de sages réunions pour jeunes promis. Quel ennui! C'était donc cela, l'amour et le mariage, des vieux couples avant l'âge, devisant de leur future maison et de leur morne avenir? Cordelia, toute timide qu'elle fut pourtant, n'y tint plus. Elle pria Johannes de cesser de lui imposer ses corvées. Le terrain était prêt. Cordelia était désormais déstabilisée et assaillie de doutes. Il n'y avait plus qu'à passer à l'offensive. Au bout de quelques semaines de fiançailles, Johannes lui écrivit, lui ouvrant son cœur et lui affirmant la certitude qu'il avait de l'aimer. Il avait une jolie plume. Parlant par métaphore, il se décrivait, debout sur le seuil de sa vie, attendant depuis des années cette lumineuse apparition. Après quoi, il revenait à des propos plus réalistes, puis versait à nouveau dans la poésie, employait des mots brûlants de désir, tout en restant dans une exquise ambiguïté. Cordelia lut et relut 10 fois sa lettre, sans comprendre au juste ce qu'il avait voulu dire. Johannes reçut une réponse dès le lendemain. Dans un style simple et direct, mais fort ému, elle lui écrivait que sa lettre lui avait causé une grande joie, qu'elle n'aurait jamais imaginé ce côté de sa personnalité. Il lui répondit qu'il avait changé. Il ne disait ni comment ni pourquoi, mais il était sous-entendu que c'était à cause d'elle. Il se mit à lui écrire chaque jour. Toutes ses lettres avaient à peu près la même longueur et déployaient un style poétique un peu fantasque, comme dans l'ivresse de l'amour. Il évoquait des mythes grecs, comparait Cordelia à une nymphe et lui-même à un fleuve tombé amoureux d'une vierge. Son âme n'était plus que le reflet de l'image de Cordelia. Elle occupait toute sa pensée. Au fur et à mesure de leur correspondance, il s'aperçut que Cordelia changeait elle aussi. Son écriture se faisait plus poétique, plus libérée. Inconsciemment, elle reprenait ses idées, imitait jusqu'à son style. Et puis, chaque fois qu'ils se voyaient face à face, elle paraissait tendue. Il s'appliquait à demeurer le même, distant et pondéré, mais il voyait bien qu'elle le voyait à présent d'un œil neuf, qu'elle percevait en lui des abîmes qu'elle ne pouvait sonder. En public, elle ne perdait pas un mot de ce qu'il disait. On eût dit qu'elle avait appris ses lettres par cœur, car elle les citait constamment dans leurs conversations. C'était toute une vie secrète qu'ils partageaient. Quand elle lui tenait la main, elle la serrait davantage. Ses yeux exprimaient une sorte d'impatience comme si, à tout moment, elle espérait qu'il ait enfin un geste osé. Johannes raccourcit ses lettres, mais en envoya plus fréquemment, parfois plusieurs dans la même journée. Ses métaphores se firent plus physiques, plus suggestives, son style plus haché, comme s'il avait du mal à structurer sa pensée. Parfois, il envoyait un simple billet d'une phrase ou deux. Un soir, il laissa tomber un feuillet dans sa boîte à ouvrage et la vit toute rouge courir à l'écart pour le lire. Dans les lettres de la jeune fille, il décelait désormais des signes d'émoi. Faisant écho à une remarque qu'il avait faite dans l'une de ses lettres, elle lui écrivit que ses fiançailles lui pesaient. Leur formalisme lui semblait tellement indigne de leur amour. Tout était en place. Elle allait bientôt se donner à lui exactement comme il le souhaitait, follement,
au mépris des convenances. Un rendez-vous dans la campagne serait facile à organiser. Elle le proposerait d'elle-même. Cette conquête magistrale fut le sommet de la carrière de séducteur de Johannes. Interprétation. Johannes et Cordelia sont des personnages d'un roman partiellement autobiographique dont l'auteur est le philosophe danois Søren Kierkegaard. Le journal du séducteur, 1843. Johannes, séducteur consommé, s'est spécialisé dans la manipulation mentale de ses victimes. C'est précisément sur ce point que les précédents soupirants de Cordelia ont achoppé. Ils ont voulu s'imposer d'emblée, une erreur courante. Beaucoup croient qu'ils convaincront l'autre de leur attachement en l'assiégeant de romantiques assiduités. Or, tout ce qu'ils réussissent à montrer, c'est leur impatience et leur manque de sûreté de soi. Une cour envahissante n'est pas flatteuse car elle n'est pas personnalisée. C'est du désir pur et simple et la victime n'est pas dupe. Johannes, lui, est trop malin pour se dévoiler. Il reste en retrait, intrigue Cordelia par sa froideur et prend soin de donner l'allure d'un conformiste et d'un homme assez secret. Puis, surprise, il lui adresse sa première lettre. Elle découvre qu'il n'est pas celui qu'elle croyait. Une fois qu'elle en est persuadée, elle donne libre cours à son imagination. Et voilà qu'il la grise de lettres, créant une présence lancinante qui la hante comme un fantôme. Elle ne peut chasser de son esprit ses paroles, ses images, ses références poétiques. C'est là le summum de la séduction. Posséder l'esprit avant même d'essayer de conquérir le corps. L'histoire de Johannes montre combien l'écrit est une arme puissante. Mais encore faut-il apprendre à se servir de cet atout essentiel du séducteur. Mieux vaut ne commencer votre correspondance que quelques semaines après le contact initial. Laissez votre victime se faire une idée de vous. Vous l'intriguez, pourtant vous ne manifestez pas d'intérêt particulier pour elle. Quand vous aurez l'impression qu'elle a commencé à penser à vous, le moment sera venu de lui décocher votre première missive. Le désir que vous y exprimerez la surprendra. Sa vanité en sera flattée et elle en redemandera. Multipliez vos courriers. Écrivez plus souvent que vous n'allez la voir, cela lui laissera tout le loisir de vous idéaliser. Une fois votre victime sous le charme, faites-vous plus rare, espacez vos correspondances. Laissez-lui craindre que votre intérêt ne s'étiole et le sien ne fera que se renforcer. Faites de vos lettres des panégyriques. Tout ce que vous écrivez, jusqu'à la moindre anecdote, doit continuellement revenir à elle, comme si elle était l'unique objet de vos pensées, jusqu'au délire. Votre correspondance doit être une sorte de miroir que vous lui tendez, où elle contemple sa propre image à travers votre désir. Si pour quelque raison elle ne vous aime pas, écrivez-lui comme si au fond elle vous aimait. N'oubliez pas, le ton général de vos lettres va l'imprégner. Si votre langue est soignée, poétique, inventive dans ses éloges, elle déteindra sur elle à son insu. Ne la contredites jamais, ne vous défendez pas, ne l'accusez pas de manquer de cœur. Cela romprait le charme. Une lettre brouillon, incohérente, sautant d'un sujet à un autre peut aussi l'émouvoir. Vous aurez l'air de rassembler vos idées à grand-peine, comme si votre amour vous faisait perdre la tête. Ne gaspillez pas votre temps en détails concrets. Parlez sentiments et sensations, à coups d'expressions riches de sous-entendus. Faites passer vos idées indirectement, par vagues allusions que vous n'éclaircissez pas. Ne pontifiez jamais. Ne jouez pas les intellectuels, vous passeriez pour un cuistre. Exprimez-vous simplement, avec une pointe de poésie qui vous élève au-dessus de la banalité. Ne devenez pas sentimental, c'est lassant et trop direct. Restez vague et ambigu, laissez au destinataire la place de l'imagination, du rêve. L'objectif de votre correspondance n'est pas de vous exprimer, mais de susciter chez votre lecteur des émotions qui susciteront le trouble et le désir.
Vous saurez que vos lettres ont atteint leur but quand votre cible reprendra vos expressions, que ce soit dans ses réponses écrites ou lors de vos rencontres. Il sera temps alors de glisser vers l'érotisme avec des mots chargés de connotations sexuelles. Ou, mieux encore, de suggérer l'intensité de vos ardeurs en envoyant des lettres plus courtes, plus fréquentes et encore plus chaotiques. Rien n'est plus érotique qu'un billet de quelques lignes. Laissez à l'autre le soin de compléter vos pensées en suspens. Sganarelle à Don Juan. Ma foi, j'ai à dire, je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avoue les plus belles pensées du monde et vos discours m'ont brouillé tout cela. Molière, Don Juan ou le festin de Pierre. Les clés de la séduction. On réfléchit rarement avant d'ouvrir la bouche. Spontanément, on dira la première chose qui vient à l'esprit, et en général, ce sera quelque chose de personnel. Les mots nous servent surtout pour exprimer nos propres sentiments, idées, opinions, éventuellement pour nous plaindre et polémiquer. Car nous sommes presque tous égocentriques. La personne qui nous intéresse au plus haut degré, c'est nous-mêmes. D'une certaine façon, c'est inévitable. Et dans l'ensemble, ce n'est pas non plus à proscrire radicalement. On vit très bien ainsi. Mais cela restreint singulièrement notre potentiel séducteur. On ne saurait séduire sans sortir de son personnage pour entrer dans la peau de l'autre, le percer à jour. La clé du langage de la séduction ne réside pas dans les mots que l'on prononce, ni dans le ton enjôleur de la voix. Elle est dans un changement radical de perspective, dans une révolution de ses habitudes. Il faut cesser de dire la première chose qui vient à l'esprit, maîtriser son besoin de jacasser et d'asséner ses propres opinions. Utiliser les mots non comme des outils pour communiquer des pensées et sentiments authentiques, mais comme des armes, pour égarer, ravir et griser. Le langage de la séduction est au langage ordinaire ce que la musique est au bruit. Le bruit est omniprésent dans le monde moderne, c'est une nuisance qu'on s'efforce d'ignorer. Notre bavardage quotidien ressemble à un bruit de fond. Tant que nous ne parlons que de nous, les autres ne nous écoutent qu'à moitié, l'esprit ailleurs. De temps à autre, ils dressent l'oreille. C'est que nous avons dit quelque chose qui les concerne. Mais cela ne dure que l'espace d'un éclair, et nous revoilà revenus à notre sujet favori. Nous avons appris dès l'enfance à nous couper de ce genre de bruit parasite, notamment quand il vient de nos parents. La musique, elle, est faite pour notre plaisir, elle nous imprègne. Telle mélodie, tel rythme nous court par la tête pendant des jours, modifie nos humeurs, nous détendent ou nous excite. Pour que vos paroles soient pour eux une musique et non du bruit, parlez aux autres de ce qui leur fait plaisir, de ce qui les concerne, de ce qui flatte leur vanité. S'ils sont accablés de problèmes, distrayez-les, changez-leur les idées, peignez l'avenir sous un jour plus riant. Usez d'un langage visant à les émouvoir et à leur faire baisser la garde. Un langage qui les caresse plutôt que de les agresser. L'écrivain italien Gabriele D'Annunzio n'était pas un Apollon, pourtant aucune femme ne pouvait lui résister, même celle à qui déplaisait sa réputation de séducteur, comme Eleanora Duse, Isadora Duncan. Son secret? Le flot de paroles dont il les enveloppait, sa voix mélodieuse, son langage poétique et surtout les flatteries qu'il leur prodiguait, visant chez chacune sa faiblesse particulière, le domaine où elle avait besoin d'être reconnue. À une belle femme qui manquait de confiance en ses capacités intellectuelles, il se disait fasciné par son esprit plus que par sa beauté. Il la comparait à une héroïne de roman, à une déesse antique. À l'entendre, elle se rengorgeait, se dilatait d'aise. La flatterie est par excellence le langage de la séduction. Elle vise non à exprimer une vérité ou un sentiment authentique, mais à créer un effet calculé. Apprenez, tel D'Annunzio,
à cibler votre flatterie en fonction des insécurités de la personne à qui vous l'adressez. Inutile de complimenter sur son jeu magistral un bon acteur qui sait qu'il l'est. Peut-être même le prendra-t-il mal s'il s'estime au-dessus d'un vulgaire compliment, et plus encore de la flatterie. Mais imaginons que ce même acteur ait pour violon d'ingre la musique ou la peinture, pratiquée en autodidacte. En montant en épingle ses modestes résultats artistiques, vous le toucherez en plein cœur. Détectez les besoins de reconnaissance de votre cible. Soyez le premier à la flatter pour un talent ou une qualité que les autres n'ont pas encore remarqué. Parlez avec émotion, comme troublé, subjugué, interdit. La flatterie est une sorte de préliminaire amoureux verbal. On attribuait les pouvoirs de séduction d'Aphrodite à la superbe ceinture qu'elle portait, mais aussi à la douceur de son langage. Elle savait trouver les mots doux et flatteurs qui ouvrent la route aux pensées érotiques. L'anxiété et le manque de confiance en soi étouffent la libido. Donnez à votre cible, par vos flatteries, le sentiment de son propre charme séducteur, et sa résistance fondra comme neige au soleil. Parfois, ce qu'il y a de plus doux à entendre est la promesse d'un avenir radieux, encore vague, certes, mais imminent. Le président américain F.D. Roosevelt ne parlait guère dans ses discours des programmes spécifiques qu'il avait mis en place pour lutter contre la Grande Dépression. Il mettait toute son éloquence au service du futur glorieux de l'Amérique. Don Juan, dit-on, faisait miroiter aux yeux des femmes le monde fabuleux où il promettait de les transporter. Adaptez vos mots doux aux aspirations secrètes de votre cible. Promettez-lui quelque chose de réalisable, de possible, mais n'entrez pas dans les détails. Laissez de la place aux rêves. Si votre victime est enlisée dans une morne routine, parlez-lui d'aventure, avec vous de préférence. Ne précisez pas comment. Laissez entendre que tout cela existe déjà en germe, miraculeusement, promis à un avenir proche. Emmenez-la au-dessus des nuages, et elle se détendra, désarmée, facile à manœuvrer et à mener hors du droit chemin. Vos mots doivent avoir une sorte d'effet psychédélique. La forme de langage la plus antiséductrice est la polémique. Combien d'ennemis muets nous faisons-nous en discutant? Il y a un moyen bien préférable de se faire écouter et de convaincre. L'humour, la légèreté. C'était la méthode de Benjamin Disraeli. À la Chambre des communes, ne pas répondre à une accusation, diffamatrice ou non, était fatal. Le silence signifiait que l'accusation était fondée. Mais y répondre avec colère, entamer une polémique était mal noté. Disraeli prenait le parti de garder son calme. Quand le moment de répondre ne pouvait plus être différé, il se levait et se dirigeait lentement vers la table de l'orateur. Là, il s'arrêtait un instant et lançait un bon mot, parfois sarcastique, mettant les rieurs de son côté. Après quoi, il réfutait point par point les propos de son opposant, non sans quelques commentaires humoristiques, ou bien encore changer de sujet, comme si se défendre était indigne de lui. Son humour désamorçait ainsi toutes les attaques. Les rires et les applaudissements produisent l'effet domino. Lorsque l'auditoire s'est détendu, il est prêt à rire de nouveau. Il est aussi plus ouvert à l'écoute. Soyez léger et un peu ironique, cela vous donnera plus de marge pour convaincre, faire pencher l'opinion de votre côté, ridiculiser vos ennemis. Voilà une forme de polémique séductrice. Au lendemain de l'assassinat de Jules César, le chef de la conjuration qui l'avait tué, Brutus, dut s'expliquer devant la foule hargneuse. Il tenta de la raisonner, prétendit qu'il avait voulu sauver la République contre la dictature. L'auditoire se laissa provisoirement convaincre que Brutus, après tout, n'était pas un mauvais bougre. Puis Marc-Antoine prit la parole. L'air manifestement ému, il fit l'éloge de César, parla de son amour pour lui, de l'amour de César pour le peuple romain.
Il mentionna l'existence d'un testament du grand homme. La foule réclama à grands cris qu'il le leur lise, mais Marc-Antoine refusa, sous prétexte qu'il saurait alors à quel point César les aimait et combien son meurtre était ignoble. La foule insistait. Au lieu de s'exécuter, il brandit la cape de César, lacérée et trempée de sang, et y désigna les marques des poignards de Brutus, de Cassius. Alors seulement il lut le document par lequel César léguait une fortune au peuple romain. Ce fut le coup de grâce. La foule se leva comme un seul homme contre les conjurés et les lyncha. Marc-Antoine était un fin politique. Il savait manipuler les masses. Quand il vit que son éloquence avait charmé le peuple et que chacun était profondément ému par ses mots, raconte l'historien grec Plutarque, il se mit à introduire dans son éloge de César une note de pitié et d'indignation quant au sort que César avait subi. Le langage de la séduction vise à susciter l'émotion, car sous le coup de l'émotion, les gens sont plus faciles à duper. Marc-Antoine usa de divers subterfuges pour chauffer la foule. Une voix égarée, pleine de trémolo, puis la colère. Un ton chargé d'émotion a sur l'auditoire un effet redoutable. Enfin, il ménagea le suspense avant de révéler le contenu du fameux testament, et, en brandissant la cape ensanglantée, utilisa le choc visuel pour amener chez ses auditeurs une réaction viscérale. On n'a pas tous les jours l'occasion de déclencher une émeute. On a simplement besoin de convaincre. Choisissez avec soin vos mots et votre stratégie. Peut-être préféreriez-vous faire entendre raison en expliquant vos idées. Mais un auditoire a du mal à juger de la valeur rationnelle d'un argument pendant qu'il l'écoute. Pour cela, il faudrait qu'il soit capable d'une concentration idéale. Or, les gens sont facilement distraits. Ils manqueront un chaînon essentiel de l'argumentation, se sentiront intellectuellement dépassés ou mal à l'aise. Mieux vaut en appeler au cœur qu'à la tête. L'émotion est contagieuse et n'éveille pas de sentiment d'infériorité. La foule fait bloc, communie dans le même sentiment. Le discours de Marc-Antoine évoquait le meurtre de César du point de vue de la victime, un parti pris oratoire des plus audacieux. En jouant ainsi sur des changements de perspective, vous amenez votre auditoire à ressentir ce que vous dites. Dosez vos effets. Il est plus efficace d'éveiller des émotions en série que de toucher une seule corde sensible. Le contraste entre l'affection de Marc-Antoine pour César et son indignation contre les conjurés avait plus de force que s'il s'était étendu sur un seul de ses sentiments. Visez des émotions puissantes. Plutôt que de sympathie ou de désaccord, parlez de passion, de haine. Vous serez plus facilement cru. Cela n'est pas très difficile. Mettez-vous en condition. Faites le bilan des raisons que vous avez d'aimer ou de haïr. Si nécessaire, repensez à un événement récent qui vous a mis en fureur. Les émotions sont contagieuses. On fait pleurer les autres si l'on est soi-même en larmes. Jouez de votre voix comme d'un instrument. Entraînez-vous à avoir l'air sincère. Napoléon prenait modèle sur les grands acteurs de son temps et expérimentait des effets de voix quand il était seul. Le but du discours de séduction est de créer une sorte d'hypnose afin de déconcentrer, de désarmer, d'ouvrir à la suggestion. User du leitmotiv et de la répétition affirmative, la double technique des hypnotiseurs. La répétition d'une expression à forte charge émotionnelle exerce un effet subliminal qui peut suffire à graver profondément une idée dans l'inconscient de l'auditeur. Quant à la réitération d'une affirmation, elle correspond à l'injonction donnée par l'hypnotiseur à laquelle obéit son patient. Le langage de la séduction doit faire preuve d'une certaine audace. Elle a l'avantage de masquer vos desseins. Votre auditeur doit être tellement captivé par la force de vos images qu'il n'ait pas le temps de s'interroger sur la validité de vos propos.
Ne dites jamais « À mon avis, ils n'ont pas pris la bonne décision ». Dites « Nous méritons mieux que ça » ou « Ils ont tout gâché ». Utilisez des formes verbales actives, des impératifs, des phrases brèves. N'alignez pas des « Eh bien, je... » car voilà... Enfin... Ou plutôt... C'est-à-dire que... Allez droit au cœur. Appliquez-vous à tenir un discours différent. La plupart des orateurs, lorsque leurs mots ne désignent pas carrément la réalité, se servent d'un langage symbolique pour désigner le réel, les valeurs, idées, croyances qu'ils ont vraiment. Le symbolum grec était un objet cassé en deux. Le rapprochement des deux moitiés, ici l'image et son référent réel, servait de signe de reconnaissance. En tant que séducteur, faites l'inverse. Utilisez un langage diabolique. Vos mots ne désigneront pas la réalité. Leur sonorité et les émotions qu'ils véhiculent auront davantage d'importance que leur sens. Étymologiquement, le mot diabolique signifie justement séparer, briser. En l'occurrence, séparer les mots de la réalité qu'ils sont censés désigner. Mieux vous bercerez votre victime avec les illusions et les rêves que vos phrases évoquent, plus vous l'éloignez de la réalité, l'emmenant vers des contrées indistinctes où le vrai et le faux, le réel et l'imaginaire se confondent. Restez vague et ambigu, qu'on ne sache jamais exactement ce que vous voulez dire, et personne ne percera à jour votre objectif, ni ses conséquences éventuelles. Et plus vous égarerez dans l'illusion votre victime, plus il vous sera facile de la faire sortir du droit chemin. Symbole, les nuages. Les nuages n'ont pas de forme précise. Devant leurs contours vagues, l'imagination s'emballe, fait voir des choses qui n'existent pas. Vos paroles doivent créer un brouillard dans lequel l'auditeur se perd aisément. A contrario, ne confondez pas langage fleuri et langage de séduction. Le premier risque d'agacer par son enflure prétentieuse. L'hyperbole est une manifestation d'égocentrisme, d'une incapacité à maîtriser ses pulsions. Mieux vaut souvent en dire trop peu, plutôt que l'inverse. Des phrases vagues et ambiguës laissent plus place à l'imagination que la pompe verbale. Mettez-vous toujours à la place de votre cible. Imaginez-vous ce qu'elle a envie d'entendre. Bien souvent, le silence est d'or et la parole d'argent. Ce que vous passez sous silence a l'avantage d'être suggestif et, en définitif, éloquent. Vous gardez ainsi une part de mystère. Dans les notes de chevet de Sei Shonagon, le conseiller Yoshichika, intrigué par une belle dame silencieuse aperçue dans une voiture, lui envoie un billet auquel elle répond. Là, le mauvais goût de cette réponse ruine l'effet qu'avait produit sa beauté. Mieux vaut s'abstenir de répondre, dit-on, que mal le faire, commente Sei Shonagon. Si vous n'avez pas le don d'éloquence, si vous n'arrivez pas à maîtriser le langage de la séduction, apprenez à vous taire. Au moins votre silence vous conférera-t-il une aura énigmatique. Le processus de la séduction possède son rythme propre. Dans la première phase, on se montre prudent et oblique. On déguise ses intentions. On met l'autre à l'aise en usant d'un langage neutre, en parlant de choses et d'autres, quitte à passer pour un peu ennuyeux. Dans la deuxième étape, on passe à l'offensive. Le moment est alors venu d'employer le langage de la séduction. Vos billets doux et vos flatteries créeront un délicieux effet de surprise, et votre cible se croira avec ravissement l'inspiratrice de vos soudaines envolées.